Marie-Antoinette et Napoléon, histoire d'un rendez-vous manqué. C'est une conférence expérimentale. L'idée est de parler de la façon dont, moi, historien de l'Empire, j'ai pu travailler sur Marie-Antoinette, ce que mon expérience d'historien spécialiste de l'histoire napoléonienne m'a permis d'aborder d'une manière un peu différente la vie de Marie-Antoinette et comment les réflexions que j'ai pu avoir sur Napoléon et sur la légende napoléonienne m'ont servi d'outil critique, de base de réflexion pour ensuite travailler sur la vie de la reine de France. Donc tout d'abord, quelques remarques très générales, puisqu'on parle de Napoléon et de Marie-Antoinette. Il y a une histoire entre les deux. Elle est très ténue. Il ne faut pas croire ce qu'on a vu dernièrement dans le film de Ridley Scott où l'on voit Bonaparte qui assiste à l'exécution de Marie-Antoinette. C'est bien entendu une scène complètement inventée pour les besoins du film, mais derrière, il y a un élément intéressant qui peut nous mettre la puce à l'oreille. Probablement, Bonaparte a vu Marie-Antoinette. Il l'a sans doute vue à plusieurs reprises. Il parle de la reine dans ses premières lettres de jeunesse. Il se rend à Versailles à la fin de l'année 1787 pour aller dans les bureaux et essayer de récupérer de l'argent en demandant audience au contrôleur général des finances Loménie de Brienne. Donc il est à Versailles, il est un des nombreux solliciteurs à la cour de Versailles et peut-être a-t-il ensuite été dans les grands appartements comme on le faisait à l'époque, qui étaient ouverts au public pour peu que l'on ait une épée au côté, et peut-être a-t-il vu Marie-Antoinette dîner ou déjeuner en public. Donc il l'a peut-être vu à ce moment-là. Il l'a sans doute vu plus que probablement en 1792, puisqu'il est présent à Paris le 20 juin, lors des premières émeutes où les Tuileries sont envahies. Il raconte apparemment à son ami Bourrienne avoir vu Marie-Antoinette au balcon des Tuileries avec Louis XVI et le Dauphin, donc il l'a vu au moins de loin à ce moment-là. Et le 10 août 1792, il n'est pas très loin, au moment de la chute de la monarchie, de la prise des Tuileries, il est présent, toujours avec son ami Bourrienne, et peut-être qu'à ce moment, là aussi, il a pu entreapercevoir Marie-Antoinette, ou au moins il a été témoin de la chute du trône. Donc une histoire qui est ténue, mais malgré tout, des éléments qui peuvent nous suggérer que leurs rapports ne sont pas si lointains. Il l'a vu, elle évidemment ne l'a pas remarqué parmi la foule, mais probablement il a vu ce que c'était qu'une reine de France de très loin, comme simple sujet du roi et de la reine. Donc ça c'est intéressant, cette idée que Bonaparte a été un sujet avant de devenir empereur, et il devient empereur et il apporte avec lui au pouvoir toute une série d'idées préconçues sur Marie-Antoinette, d'idées préconçues qui lui viennent de son passé, qui lui viennent de son passé de sujet à la fin de l'Ancien Régime, puis ensuite d'officier dans l'armée révolutionnaire, donc quelqu'un de très jacobin. Donc pour lui, toutes les rumeurs, tous les ragots que l'on colporte sur Marie-Antoinette sous la Révolution, une femme lubrique, une femme machiavélique qui complote contre la France, c'est en grande partie vrai. Il y croit volontiers et on a beaucoup de conversations de Napoléon sur Marie-Antoinette aux Tuileries sous son règne. Il s'entretient par exemple avec Madame Campan, l'ancienne première femme de chambre de Marie-Antoinette, qui lui parle de la reine et il le dit lui-même. Il s'entretient également au sujet de Marie-Antoinette avec Roderer, qui est présent avec Louis XVI et Marie-Antoinette le 10 août 1792. Donc il discute, il est curieux, il veut en savoir plus, mais on sent bien qu'il ne l'aime pas trop. Il choque d'ailleurs certains de ses courtisans qui sont d'anciens nobles d'Ancien Régime, il les choque en leur parlant de la reine en des termes extrêmement durs. Donc il y a quand même cette curiosité que l'on retrouve ensuite à Sainte-Hélène. Dernier point, à Sainte-Hélène, durant son exil, il y a beaucoup d'allusions à Marie-Antoinette dans ses conversations, avec Gourgaud, avec Bertrand et avec Lascaz. Avec Gourgaud, avec Bertrand, il ne prend pas vraiment de pincettes. Il est assez rude, il est toujours convaincu que c'était une femme adultère, que c'était une femme qui a conspiré contre la France. Il critique beaucoup l'affaire du collier, notamment. Mais là, on voit une certaine profondeur d'analyse chez lui. Il a beaucoup réfléchi, au-delà du seul cas de Marie-Antoinette, aux raisons qui ont provoqué la chute de la monarchie, aux origines de la Révolution française. C'est quelque chose qui, comme contemporain des événements, le fascine et l'intéresse. Et il parle beaucoup de l'affaire du collier, il y revient à plusieurs reprises. Et pour lui, l'affaire du collier est le début de la fin, et c'est de l'affaire du collier que pour lui date la condamnation à mort du roi et de la reine. Donc pour lui, la chute de la monarchie est un processus de long terme, notamment lié à la dégradation de l'image royale, à la perte de prestige de la monarchie. Donc pour lui, c'est quelque chose qui ne s'est pas décidé en 1789 ou en 1792-93. C'est un événement, un processus qui a mis des années
à s'élaborer. Donc ça, c'est une première réflexion intéressante. Deuxième réflexion intéressante que Napoléon a, c'est au sujet, là aussi, de Marie-Antoinette, de son influence politique supposée. Il écrit que la reine avait cette faiblesse d'être devenue la maîtresse du roi. C'est-à-dire qu'autrefois, la maîtresse, notamment sous Louis XV, Madame de Pompadour et puis surtout Madame du Barry, était une sorte de soupape de sûreté. C'est elle qui endossait l'impopularité du monarque. Il n'y a plus de maîtresse sous Louis XVI, c'est la reine qui récupère ce rôle. Donc c'est la reine qui devient extrêmement impopulaire. Donc là aussi, une analyse assez intéressante des origines de l'impopularité de Marie-Antoinette, de ce qu'on appelle le fusible de Versailles. On a parlé de fusible de Versailles seulement dans des écrits d'historiens au XXe siècle. Donc une réflexion importante de Napoléon qui montre qu'il avait beaucoup réfléchi, qu'il avait sans doute bien compris, mieux que beaucoup de ses contemporains, les origines de la chute de la monarchie. Donc ça, c'est la première partie, on va dire, de la conférence, des liens ténus, mais qui existent quand même, entre Napoléon et Marie-Antoinette. La deuxième partie, je vais plutôt proposer au public une réflexion sur ce que j'ai pu trouver au cours de mes lectures, de points communs entre les légendes de Louis XVI et de Marie-Antoinette, qui sont des légendes qui se cristallisent au même moment, c'est-à-dire au tournant des années 1820, quasiment dans les mêmes laps de temps, 1822, 1823, 1824, paraissent les mémoires de Madame Campan, la première femme de chambre de Marie-Antoinette, le mémorial de Sainte-Hélène et beaucoup d'autres témoignages de contemporains, à la fois sur l'Empire, sur la Révolution et sur la fin de l'Ancien Régime. Donc le corpus de témoignages paraît et publié à peu près dans le même laps de temps. Et ça, c'est particulièrement intéressant. Ce sont deux légendes qui se construisent en parallèle, mais pas tout à fait de la même façon, puisque d'un côté, Napoléon, par le biais du mémorial de Sainte-Hélène, vraiment contrôle la construction de sa légende en se présentant comme un empereur libéral, ce qui est la vision qu'il a voulu imposer à Lascaz. De l'autre côté, Marie-Antoinette, qui est morte bien trop tôt, n'est pas en contrôle de la construction de sa légende et sa légende part dans différentes directions. On n'a pas une voie hiératique qui est celle de Lascaz et donc de Napoléon. Marie-Antoinette va tour à tour être considérée comme une femme confite en dévotion par certains mémorialistes, comme une politique effectivement retorse, machiavélique par d'autres, comme une femme qui était extrêmement effacée, extrêmement en retrait, ou au contraire comme une insouciante, une frivole. Donc on a différentes images de la reine qui se constituent, une sorte de corpus de différentes versions de la reine, alors au contraire, l'interprétation de Napoléon va dans un seul sens, qui est le bonapartisme comme incarnation des valeurs libérales. Donc c'est assez intéressant de voir cette construction très différente de deux légendes au même moment et qui souvent relèvent des mêmes acteurs, puisque Madame Campan a aussi par exemple été contemporaine de Napoléon, pas seulement de Marie-Antoinette, mais surtout tous les plumitifs, tous les teinturiers qui écrivent à la chaîne des témoignages imaginaires sont souvent les mêmes pour Napoléon et pour Marie-Antoinette. On a énormément de mémoires apocryphes qui sont sans doute des mêmes auteurs. Témoignage par exemple de Weber, le frère de l'aide Marie-Antoinette, qui est un témoignage complètement inventé. Le témoignage de Léonard, le coiffeur de Marie-Antoinette, qui est lui aussi complètement inventé. On peut les rapprocher des témoignages d'Émile Marcot de Saint-Hilaire, pseudopage de Napoléon, ou d'autres de la même eau, qui sont tout à fait douteux. Ce qui est intéressant quand on travaille sur l'Empire, c'est qu'on est souvent averti du fait que ces témoignages sont douteux, et on regarde les témoignages par exemple de Constant, de Bourrienne ou d'Émile Marcot de Saint-Hilaire avec beaucoup de précautions. Ça, c'est un peu la leçon des études napoléoniennes et du progrès des études napoléoniennes au XXe siècle, grâce à Jean Tullard entre autres. On sait que ce sont des témoignages fabriqués, construits, biaisés et qu'il faut prendre avec énormément de précautions. Ce travail critique a été beaucoup moins fait pour la période de Marie-Antoinette et pour les témoignages sur la fin de l'Ancien Régime. Donc j'ai essayé d'appliquer cette même méthode critique dans ma biographie de Marie-Antoinette que dans mes travaux sur Napoléon. Effectivement, c'est assez enrichissant et l'on retrouve des processus de fabrication de témoignages qui sont à peu près les mêmes. Par exemple, je me suis rendu compte en travaillant sur Madame Campan que certains de ces témoignages n'étaient pas d'elle, mais étaient repris de brochures royalistes publiées sous le Directoire ou sous le Consulat, ce qui veut dire soit qu'elle n'était pas présente et qu'elle ne savait pas quoi raconter, peut-être perdait-elle la mémoire parce qu'elle était très âgée, ou simplement qu'elle a voulu rallonger son récit pour faire plusieurs volumes, pour empocher plus de droits d'auteur. Donc on a les mêmes processus de falsification à l'œuvre, la même démarche critique que l'on peut adopter, et je pense que pour les historiens de Marie-Antoinette à venir, ça va être assez intéressant de voir comment travaillent les historiens de l'Empire, puisque c'est une méthode critique
d'approche des sources imprimées, également des sources manuscrites, qui n'a pas encore été utilisée pour travailler sur la fin de l'Ancien Régime. Donc c'est un peu, on va dire, une conférence expérimentale où je vois deux personnages que tout séparait, qui vivent pourtant à peu près à la même époque, qui ont vécu dans les mêmes lieux, qui ont eu beaucoup de proches qui étaient les mêmes et qui ont deux légendes qui sont essentielles pour comprendre le 19e siècle, vraiment des légendes qui nous influencent encore aujourd'hui, que l'on continue à étudier, qui continuent à nous fasciner, mais ce sont des légendes que l'on doit critiquer. Et je pense que la façon dont on critique l'histoire napoléonienne va nous permettre de mieux comprendre et de mieux en mieux comprendre l'histoire de Marie-Antoinette.